Chers internautes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Merci de nous recevoir chez vous sur notre chaîne TLR TV pour suivre Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Au menu de notre émission d'aujourd'hui, toujours la liberté de presse au Congo-Brazzaville. Et pour en parler, nous aurons sur notre plateau, pour une fois de plus, Monsieur Christian Perrin. Monsieur Christian Perrin est un journaliste, reporter d'Image. Il nous parlera de son expérience carcérale aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'au Congo-Brazzaville, des journalistes sont emprisonnés, à l'image aujourd'hui d'ailleurs de Monsieur Raymond Malonga, qui est encore en prison aujourd'hui. Il y a eu aussi Monsieur Gis Fortuné Samba-Dombe, qui a été libéré sous certaines circonstances. Et Monsieur Christian Perrin nous parlera de tout cet environnement. Alors, Monsieur Christian Perrin, bonjour. Bonjour Georges et merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci, je vais bien. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Je vais très bien, merci. Alors, avant de venir directement sur notre thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire votre expérience carcérale, je veux me permettre de vous poser cette première question parce que l'actualité s'est accélérée au Congo-Brazzaville. Il y a quelques jours seulement, 2 ou 3 jours, peut-être 4, nous avons appris la libération d'un certain nombre d'activistes de la société civile au Congo-Brazzaville. Ils ont été libérés. Alors, quel est votre regard par rapport à cette libération, M. Christian Perrin? Merci Georges. Bien que ce soit là une liberté provisoire, il faut s'en féliciter et c'est l'occasion de dire un grand merci à tous les Congolais qui ont œuvré pour leur libération, quel que soit là où ils se trouvent. Parce que évidemment, il y a eu la société civile qui a vraiment bougé, il y a eu la diaspora, d'autres Congolais aussi, un peu à travers le monde. Alors tous les Congolais s'étaient levés pour dénoncer ces injustices, parce que dans tous les cas, tout le monde le sait, les Congolais le savent, même dans la nouvelle constitution du 25 octobre 2015, l'article 9, bien entendu, précise que la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusés, arrêtés ou détenus. Mais nous avons constaté malheureusement, pendant la période post-électorale, plusieurs de nos compatriotes ont été soit enlevés, soit arbitrairement arrêtés, et qui ont passé des mois dans des prisons, mais je dirais qui n'ont rien à voir avec une prison, parce qu'une cellule, même quand on est en prison, il y a des droits. Malheureusement, nos compatriotes sont restés dans des conditions telles que, un activiste des droits de l'homme nous a expliqué comment, je prends par exemple le cas du docteur Alex Nzabana, je prends le cas de Chris Dongui, ont été gardés pendant pratiquement 1 mois dans le noir. Tu imagines, Georges? 1 mois dans le noir. Vous ne sortez pas. Vous ne voyez pas la lumière du jour et vous ne voyez pas ceux qui viennent vous parler. Et ils ont été interrogés également dans le noir. On parlerait là c'est une véritable torture morale. Et d'ailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre. On a vu dans quelles conditions, dans quel état de santé, par exemple, le docteur Alex Nzabana est sorti de la prison directement dans une clinique. On comprend bien et on peut là évaluer quelles ont été les conditions de détention arbitraire, bien entendu. Mais il n'y a pas au niveau de la régulation, n'est-ce pas, de ces affaires, des organes quand même auprès de qui ces choses-là peuvent être rapportées, Monsieur Christian Perrin? Mais dans un pays démocratique, soi-disant démocratie, puisqu'on nous le dit, tous les jours, on nous répète que le Congo est un pays démocratique. Mais il devait avoir la séparation de pouvoir. Et aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est la DST qui enlève les gens, qui arrête arbitrairement les gens, et une fois la procédure terminée, après, on va jeter les gens au tribunal?
on comprend très bien que finalement, la justice congolaise ne fonctionne pas. Sinon, a un grand souci. Et D'accord. c'est là le vrai problème. Revenons sur quelque chose que vous avez d'ailleurs mentionné vous-même, Monsieur Christian Perrin. Cette libération est provisoire. Qu'est-ce qu'on voudrait entendre dans le provisoire? Bon, il faut juste retenir que, vous savez, le Congo, quelqu'un me disait, c'est un pays que personne finalement, même pas les experts, ne peuvent pas expliquer ce qui se passe au Congo. C'est un pays de paradoxes. Comprenez? Et le Congo, en réalité, tu constateras que tous les activistes qu'on arrête, tous les politiciens qu'on arrête, en fait, les Congolais arrêtés pour des mobiles politiques, pour leurs opinions, une fois qu'ils sont détenus, quand vous avez encore la chance de survivre, parce qu'il y en a qui sont morts en prison, on vous torture, et à ceux qui sont morts en prison, nous avons des exemples comme ça qu'on peut citer. Donnez-nous un exemple concret des journalistes ou des activistes de la société civile qui sont morts en prison, ou bien qui sont morts après avoir été libérés. Bon, peut-être pas seulement les activistes, mais il y a eu aussi des responsables politiques. Il y a des Congolais qui ont été arrêtés pour leurs convictions politiques. Je prends le cas d'Augustin Kalakala. Tout le monde a vu ce qui est arrivé à Augustin Kalakala. Il n'est même pas arrivé au parquet. Augustin Kalakala avait été enlevé devant sa femme. On l'a gardé dans les prisons, dans les geôles de Denis Sassou Nguesso. On l'a torturé jusqu'à ce qu'il meure, en fait. Il était pratiquement mort. Et c'est à ce moment que ses bourreaux l'ont pris pour aller le jeter à la morgue de Brazzaville, le croyant mort. Et les passagers, ce sont des passagers en fait qui vont se rendre compte, mais il y a quelqu'un qui se bat et apparemment il n'est pas bien portant, il s'approche, et ben c'est là qu'on constate que c'était finalement Augustin Kalakala qu'on venait de jeter à la morgue. Donc en fait, pour ces geôliers, il était déjà mort, comprenez? Ça c'est le cas Kalakala. Mais on peut prendre le cas par exemple de Chakona, les 13 jeunes qui sont morts dans une cellule de prison au Congo-Brazzaville. C'est quoi cette histoire de Chakona? Vous pouvez l'expliquer un peu davantage, rapidement, là, pour nos internautes? L'histoire de Chakona, c'est ce que d'ailleurs les Congolais vivent au quotidien, c'est-à-dire une police qui se déploie, j'appelle ça une milice, qui se déploie chaque soir et qui, pour des motifs qu'on ne saurait d'ailleurs qualifier, arrête les jeunes. Et je vais te surprendre, tu sais qu'au Congo, il est arrivé à un moment donné où même quand vous avez une coiffure qui ne plaisait pas à un policier, on vous arrêtait et on appelait ça défaut de coiffure. Donc il y a des gens comme ça qu'on ramasse. L'apparence, en fait, généralement c'est un problème juste d'apparence. Pourvu que votre apparence ne plaise pas à la police ou à cette milice, eh ben on vous arrête, on vous embarque. Mais dans le cas de Chakona, on nous a fait croire que c'était des bébés noirs. On est allé ramasser un groupe de jeunes dans un quartier de Brazzaville. On les a amenés dans une cellule à Chakona sans que leurs parents ne soient informés, tout le temps qu'ils sont restés là-bas. Torturés à mort, et vous verrez les images, si vous pouvez revoir les images, c'est des jeunes qui ont succombé de ces tortures. Et 13 jeunes tués dans une cellule, vous imaginez? Et c'est quand ils sont morts, on est allé jeter les corps dans les morgues, comme d'habitude, à ce moment-là, et puis on informe les parents. Vous dire, allez-y regarder si ce sont vos enfants, en tout cas. Vous voyez dans quelles conditions ce régime, comment il est criminel. Vous avez mentionné également, Monsieur Christian Perrin, les bébés noirs. Assez rapidement, toujours pour nos internautes, c'est quoi les bébés noirs dans le cas de Congo-Brazzaville? Bon, le phénomène bébé noir, il faut dire que personne ne maîtrise finalement ce phénomène aujourd'hui. On parle des bébés noirs, mais qui sont réellement les bébés noirs? Il y a un témoignage qui existe sur le net, sur YouTube. Vous entendrez ce garçon, un certain Elenga, qui explique que lorsqu'ils ont commencé, c'était des jeunes artistes, musiciens. Après, ils ont basculé vers le banditisme. Bon, je ne sais pas comment s'est faite d'ailleurs la transition. Et après, finalement, dans ce mouvement qu'il appelle lui-même, c'est un phénomène finalement, c'est lui qui le cite, il dit bien que dans ce mouvement, il y a des soldats, donc il y a des militaires, il y a la garde présidentielle, j'entends bien, la garde présidentielle, il y a des juges dans ce mouvement, oui, c'est lui qui le dit. L'élément existe. C'est un ancien chef de gang. Il y a des juges, il y a des responsables politiques, il y a des ministres. En fait, il y a tout le monde. Mais donc, vous comprenez que c'est
Moi, à mon avis, je pense que c'est une création de la police congolaise. Hein, vous voyez ce que l'on appelle en fait la stratégie du sapeur pompier pyromane. On a créé un mouvement comme ça pour terroriser les Congolais. Et malheureusement, tel qu'on traite évidemment les bébés noirs en question, mais ce sont des jeunes Congolais qui, soit des désœuvrés, bon, encore on me dira, oui, mais est-ce que le fait de ne pas avoir l'emploi justifie leur comportement ou le fait de ne pas bénéficier de la prise en charge de l'État justifie leur comportement? Mais ces bébés noirs, c'est d'abord des Congolais. Le phénomène, je t'ai dit que le phénomène, moi, je peux me tromper, hein, mais moi, je peux confirmer parce que par rapport aux éléments, à l'expérience que j'ai vécue, dans ma fonction, dans mon travail, je sais que c'est une création de la police congolaise. Je vais t'expliquer en Mais, quelques mots. oui. Je suis directeur de l'information à Télé pour tous, TPT. Il est arrivé un moment où, chaque instant, tout le temps, presque tous les jours, la police venait chercher nos équipes de reportage pour aller filmer les soi-disant bandits de grand chemin que eux attrapaient. Et nous avons fait cet exercice une fois, deux fois, trois fois. Après, ça a interpellé ma conscience. J'ai interpellé mes équipes pour dire désormais n'allez plus. Ils m'ont posé la question pourquoi. Je dis je ne vois pas clair dans cette affaire-là. Mais parce que tout le temps qu'on va filmer, la procédure n'étant pas arrivée à terme, eux arrêtent des bandits, soi-disant des bandits. Mais ils ont le devoir de les livrer à la justice. Pourquoi la police n'attend-elle pas que la justice fasse son travail, établisse la culpabilité de ces jeunes, quitte à les condamner? À ce moment, on peut les montrer à la télé pour dire c'est des condamnés, c'est des voyous. Mais une procédure qui n'arrive pas à la fin, parce qu'un policier est allé attraper un jeune, qu'on le présente comme bandit, à ce moment, nous devenons complices de ce que la police est en train de faire. Alors, il fallait arrêter net. Mais oui, ok. Monsieur Christian Perrin, est-ce que vous êtes en train de dire que depuis que ces bébés noirs opèrent dans les villes du Congo-Brazzaville, la police connaît bien cette situation et aucun bébé noir n'a été interpellé par les services de la justice? C'est bien cela? Non, mais c'est une instrumentalisation. La justice, je ne sais pas. À ce jour, je ne connais pas une situation où on a interpellé un bébé noir et on les a menés en justice. Je n'en connais pas. Par contre, ce qu'ils font, c'est quoi? Lorsqu'ils attrapent ces jeunes, ça dépendra de l'humeur de ceux qui ont attrapé le jeune, des policiers ou des miliciens qui ont attrapé. Moi, je les appelle des miliciens. Ça dépendra de leur humeur. Mais la plupart des cas, on les exécute froidement. On les exécute froidement. Sous prétexte d'éradiquer le grand banditisme, on les exécute parfois devant les parents, devant le public, et là aussi, il y a des images qui existent. Mais c'est ce paradoxe-là, Monsieur Christian Perrin, qu'on a du mal à saisir, ce paradoxe. Mais c'est vrai que le gouvernement ne va peut-être pas proclamer comme ça, parce que les implications du régime avec cette bande de jeunes gens et les exécuter aussi froidement comme ça, alors, je me demande comment on peut qualifier un tel régime. Ben c'est un régime criminel. Il n'y a rien d'autre. Mais tu sais bien qu'il est dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité. Donc, arrêter un bébé noir comme ça, entre guillemets, bébé noir, mais il faut chercher à comprendre si réellement c'est un bébé noir, pourquoi il a posé l'acte. Mais peut-être que derrière ce bébé noir, il y a tout un réseau. Qui sait? Il faut aller jusqu'au fond pour démanteler le réseau parce que ça devient un réseau. Je t'ai dit d'entrée de jeu, il y a là les policiers, il y a des militaires, il y a des juges, il y a des politiciens, il y a tout le monde dans ce phénomène-là, dans ce mouvement. Voilà, en fait, c'était une parenthèse. Oui, moi, mais on va fermer cette parenthèse. Voilà, qu'on revienne sur le label, comme tu le disais tout à l'heure, la notification liberté provisoire. Okay. En réalité, c'est une stratégie pour les services secrets. En fait, il faut appeler ça des services de renseignement du Congo. Quand ils ont arrêté des activistes politiques ou de droits de l'homme, quand il y a eu pression à tous les niveaux, par exemple de la société civile, de la diaspora congolaise ou des politiciens, disons des opposants, mais aussi de la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils font pour se débarrasser de ces éléments? Il les libère avec, disons, une libération sous condition. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est une façon d'intimider, c'est-à-dire de continuer à garder
Ces activistes, on laisse une façon de leur dire que vous n'êtes pas totalement libre, alors ne reprenez plus vos activités de dénonciation, par exemple, vos activités de défense des droits de l'homme. Mais est-ce qu'il faut que je te dise que finalement le Congo est une dictature? Or, une dictature, ça ne marche pas avec le droit. C'est la seule raison qui justifie que, une fois qu'ils se sont rendus compte que bon, ils n'ont pas pu avaler la proie, eh ben, quand ils vont cracher, eh ben, à ce moment-là, ben, on dit liberté provisoire et ça devient définitif finalement. Mais, donc, ça devient définitif, d'accord, mais on a bien vu, on a tous vu hein, ces personnes qui sont donc libérées. Le jeune Chris Ndongi, par exemple, oui. Remonté sur ses chevaux, là, hein, a affiché un courage pas possible, qu'il doit continuer le travail pour lequel, évidemment, il a été arrêté. Bien naturellement, Georges, mais parce qu'il se reproche de rien. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on l'arrête. Chris a compris que c'est un système établi comme ça pour museler tout le monde, pour museler les Congolais. Mais or, en lui, cela est devenu une passion, la défense des droits de l'homme, et il ne peut pas s'arrêter. C'est tout normal que juste après sa sortie, ben, qu'il rebondisse. C'est tout normal. Parce qu'il ne se reproche de rien. Vous imaginez un jeune garçon comme Chris Ndongi, tel que nous le voyons là, et même le docteur Alexandre Zabana et les autres. Bien sûr. Donc, un jeune qui n'a jamais fait un service militaire, qui n'a jamais été dans l'armée, qui n'a jamais touché. Je me pose même la question si Chris Ndongi connaît même ce que c'est qu'une arme. Est-ce qu'il a même déjà touché à une arme? Voilà un jeune comme ça qu'on va accuser d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est assez curieux quand même. Hein? C'est assez curieux que toutes ces personnes, qu'il s'agisse des journalistes, qu'il s'agisse des activistes de la société civile, qu'il s'agisse d'ailleurs aussi des politiques, c'est toujours de façon récurrente cette atteinte à la sûreté de l'État. Alors, comme vous venez de le dire, Ndongi n'a pas des armes de Staline sur son dos là, pour venir attaquer l'État. Pourquoi est-ce que tout le monde, c'est toujours le même motif? Oui, Georges, je sais pourquoi le voleur crie au voleur. C'est juste pour détourner l'attention du public. Un voleur crie au voleur pour détourner votre attention. Le temps que vous regardez, mais le voleur, il est où? Mais en fait, le voleur, c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, quel est ce Congolais qui a vraiment le mérite des coups d'État au Congo-Brazzaville? Ça, même un petit enfant qui vient de naître vous dira que c'est Denis Sassou Nguesso. On sait comment il est arrivé au pouvoir. On sait comment il est parti, il est revenu par les armes. Je prends seulement un exemple, nous sommes en 1997. Je vais juste me limiter là. Voilà un monsieur que les Congolais ont boudé en 1992 par rapport à sa mauvaise gestion et tout ce qui s'est dit autour de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se replie dans son village, il va créer des incidents dans son village, il va en France, il revient, il commence à créer des incidents un peu partout, et voilà, un 5 juin, c'est la guerre qui éclate au Congo-Brazzaville. Ce monsieur a trouvé les armes où? Lui qui n'était plus président de la République. Mais en plus, il se fait accompagner des armées étrangères, 5 armées étrangères. Soldat soit-il, lui qui n'était plus au pouvoir, puisque nous sommes là dans... je crois, dans la mandature de Pascal Lissouba. Où est-ce que Denis Sassou Nguesso a trouvé les armes, les chars, les blindés qu'il a fait passer par l'Angola, puisque lui-même s'en vante. Il y a un élément comme ça, il y a une interview comme ça qui existe. Il s'en vante d'ailleurs qu'il a fait, il a importé les armes, c'est passé par les airs, par les mers, c'est lui-même qui le dit. Mais de quel droit s'était-il permis d'importer les armes pour chasser un président de la République légitimement établie? Et nous savons ce que cela a donné, c'est plus de 400 000 morts. Il a repris le pouvoir par les armes. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi je considère Denis Sassou Nguesso un monsieur, en fait un président illégitime, simplement. Et c'est ce monsieur, curieusement, qui accuse tous les Congolais de tentative ou d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Tous les Congolais sont devenus des suspects, en fait, qu'il faut arrêter. Et tout Congolais qui est arrêté, ben, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est une façon de détourner l'attention. Merci. Mais pourtant, je suis tenté de vous poser cette question un peu subséquente. Il s'est bien installé au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso, sans que la communauté internationale ne se soit levée pour dire quoi que ce soit. Ben, la communauté internationale concerne qui exactement? C'est qui la communauté internationale? Mais dans cette communauté internationale, il y a ses soutiens.
Aujourd'hui, c'est sans embâche, on peut le dire, son soutien, c'est la France. Nous avons vu, par exemple, en 2016, quand il a opéré son coup d'État, d'abord le coup d'État constitutionnel, 2015, et puis il force un autre passage en 2016 pour s'emparer d'une élection qu'il n'avait jamais gagnée. Une élection qui avait été gagnée par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui devait aller au deuxième tour avec Guy Brice Parfait Kolela. Mais à ce niveau-là, toute la communauté internationale, nous avions entendu que le Congo n'était pas, en fait, la légitimité de Sassou n'était pas reconnue, selon la déclaration, bien sûr, de l'Union européenne. Mais après, on a assisté à quoi? 3 mois avaient suffi pour que la France le reconnaisse, pour que la France continue à traiter avec Denis Sassou Nguesso. Donc, en fait, Sassou Nguesso, fort du soutien de la France, fait tout ce qu'il fait au Congo. Voilà, simplement cela. Donc, quand on parle de la communauté internationale, je suis désolé de dire que cette communauté internationale, elle est à géométrie variable, voilà. Voilà, on aura compris, pour revenir un peu à cette libération provisoire, qu'il s'agit, d'après vos propos, des manœuvres dilatoires du régime pour intimider, n'est-ce pas, les gens au Congo-Brazzaville, les réduire au silence et donc couper net aussi l'activisme des jeunes qui sont dans ras-le-bol, par exemple. Bon, reste à savoir, évidemment, si ces jeunes se plieront, n'est-ce pas, à cette injonction. Alors, venons-en, Monsieur Kissompera, à votre propre expérience, puisque c'est de cela dont il est question. Vous avez, pendant une autre émission, expliqué les conditions pratiques de l'exercice de votre profession au Congo-Brazzaville, qui vous a valu beaucoup de problèmes. Et là, on apprend que vous avez été jeté en prison. Comment cela s'est-il passé, M. Kissompera? Ça s'est passé comme ça s'est passé avec les autres, hein, nos autres compatriotes qui ont été arrêtés pendant la période électorale et qui ont été relâchés là, et qui sont en liberté provisoire. Ça a été un enlèvement, simplement. Je peux appeler ça comme ça, un enlèvement. Je suis directeur de l'information. Ce temps-là, nous sommes en 2008, juillet 2008. Et donc, nous avons un programme à respecter sur notre chaîne, la grille de programme étant établie. Voilà, il va se passer quelques événements à Pointe-Noire. C'était en fait le décès, hein, c'était lié au décès de Jean-Pierre Tshisekedi, le président fondateur du RDPS. Ouais. Voilà, et qui était alors président de l'Assemblée nationale, qui venait de décéder, et donc sa dépouille sera transportée à Pointe-Noire. Denis Sassou Nguesso avait tenu accompagner à la dépouille. Et arrivé à l'aéroport de Pointe-Noire, les jeunes, en fait, ces partisans, hein, les partisans du RDPS, n'avaient pas apprécié ce qui s'était... En fait, pour eux, c'est que leur leader avait été empoisonné. Et donc, ils suspectaient Denis Sassou Nguesso d'avoir été à la manœuvre. Et donc, quand ils arrivent à l'aéroport de Pointe-Noire, ils vont s'emparer de la dépouille. Ils vont donc détourner l'itinéraire de la dépouille qui était prévu aéroport, stade Anselmi. Ils ont pris la dépouille, ils se sont mis à faire la ronde de la ville, passant par les marchés, les grandes artères, etc. Et voilà comment ils vont terminer la course au lieu qui avait été indiqué pour le dernier recueillement, donc le stade Anselmi. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que je n'ai plus suivi le cortège de Sassou Nguesso puisque nous on s'était arrêté à l'aéroport et puis on essayait de suivre un peu l'itinéraire qu'avaient finalement décidé les jeunes de Vouvou, qui est le fief en fait du RDPS. Et donc le soir, tout le monde se rend à Anselmi. Et quand on arrive au stade Anselmi, il y a un premier élément qui va choquer le monde. C'est que Denis Sassou Nguesso qui arrive avec sa délégation, vous voyez un peu chez nous quand vous êtes en deuil, les mamans sont un peu allongées, sont au sol, avec il y a une attitude à adopter pendant le deuil. Non, monsieur arrive, on demande à tout le monde de se lever en sorte pour saluer le président qui est arrivé au lieu du deuil. Tu vois, cela n'avait pas plu aux jeunes qui assistaient. Pour eux, c'était une injure. Et depuis là, ça n'avait fait que renforcer leurs sentiments.
contre ce régime. Voilà. Ben, il est président de la République, de fait. Voilà. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Et donc après, la soirée va passer. Le lendemain, il faut aller enterrer. Denis Sassou Nguesso, évidemment, décide d'accompagner la dépouille, comme d'habitude. Le corbillard démarre. Non, le corbillard n'avait pas encore démarré parce que moi, j'avais une équipe que je conduisais. Parce qu'on faisait le direct de l'événement pour faire vivre l'événement à toute la ville. Et voilà comment nous allons décider, moi avec mon équipe, de précéder, d'aller donc au niveau des cimetières, là où on devait enterrer Jean-Pierre Tisserchikaya, c'est dans le quartier Mboukou qu'on appelle ça actuellement, quartier Mouyonti, voilà. Et donc nous précédons, on arrive sur le place, on constate, on commence à faire les premiers balayages, on fait les préparatoires et tout ça, voilà. Et à un moment donné, je vois venir la première délégation, je crois que ça devait être des parents. Quelques temps après, je vois venir Monseigneur Makaya, l'évêque de Pointe-Noire en ce temps-là, si j'ai bonne mémoire. Et après, je vois la délégation gouvernementale, conduite par le premier des ministres qu'on appelait en ce temps-là, Isidore Mvouba, parce que finalement la Constitution ne prévoyait pas ce poste de premier ministre, mais bon, Sassou Nguesso, à sa manière toujours, avait nommé quand même un premier ministre. Et donc il arrive avec sa délégation. Donc à ce moment-là, il ne restait que l'arrivée, donc tout le monde attendait que finalement Denis Sassou Nguesso arrive sur les lieux. Ensuite viendra le cortège, comment on appelle ça, le corbillard de l'infortuné. Mais curieusement, après je vois venir le corbillard. Dit comment le corbillard peut arriver avant le président de la République. Apparemment, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et très vite, par réflexe, je me suis dit, c'est sûr et certain que Denis Sassou Nguesso ne sera plus là. Il a dû avoir un empêchement de dernière minute. Vous l'avez annoncé. Je l'ai annoncé, oui. J'étais en direct. En direct. Voilà, j'étais en train de faire le direct et je l'ai annoncé en direct pour dire, finalement, Denis Sassou Nguesso ne va plus arriver ici au cimetière pour assister à l'enterrement de Jean-Pierre Tisserchikaya. Probablement qu'il y a eu un... Monsieur Christian Perrin, pour bien comprendre, quand vous l'annoncez, il y a un rationnel là, il y a une rationalité dans ce que vous dites, c'est-à-dire, si je veux bien comprendre, le cercueil est arrivé et le président n'est pas encore arrivé. Voilà. Et dans l'ordre des choses, en principe, selon nos traditions, c'est tous les invités doivent être là avant de recevoir le cercueil. Voilà. Soit il est arrivé avant, soit il venait ensemble avec le corbillard. Or, malheureusement, le corbillard est arrivé, on a descendu le cercueil, et puis à un moment donné, ils ont essayé d'attendre quelques minutes après, on commence à aller finalement mettre le cercueil dans le caveau. Et c'est vrai que le président ne viendra plus. Et quand je faisais ce direct, mais pour moi c'est un travail, c'est la routine, c'est normal ce que j'étais en train de dire. Mais quelques temps après, seulement on constate que finalement il y a crépitement d'armes à tous les niveaux. Ah ouais. Et ça commence à tirer de partout, les gens commençaient à courir, et on voit d'ailleurs la zone, et grande surprise d'ailleurs, parce que quand on était arrivé, c'est vrai qu'il y avait des soldats, mais pas vraiment en ce nombre-là. Après, il y a eu un grand nombre de soldats qui couraient de partout, dans tous les sens, qui se mettaient à tirer partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors je demande à mon équipe d'arrêter, de rentrer très vite. Voilà, on prend notre véhicule, et le temps de rentrer, on prend donc l'avenue Mariangwabi. Et c'est là que je constate, au passage bien entendu, comment il y avait des foules de jeunes un peu partout, qui manifestaient, qui commençaient à casser un peu les magasins, tout ce qu'ils trouvaient dans leur chemin. Et nous avons foncé jusqu'à chez nous. Quand j'arrive finalement à TPT, quand nous arrivons à TPT, chez nous, on vient constater, malheureusement, que même notre siège, en fait, notre direction n'a pas été épargnée. Il y avait des impacts de balles un peu partout. Et c'est là où je me rendrais compte que finalement la situation venait de prendre une autre tournure. En direct, il y a des crépitements d'armes partout. Déjà, que devient la cérémonie d'inhumation? Que devient le corps de Jean-Pierre Tisserchikaya?
et vous allez à votre siège de télévision, il y a des impacts. Et en tout temps, vous nous dites que voilà, vous avez annoncé en direct que le président ne viendrait pas. Alors, c'est tout à fait normal que vous le dites puisque le président n'est pas là et le corps est déjà là. Alors, de là à voir votre siège social mitraillé, et voilà, on aimerait bien racoler un peu les choses là. Oui, mais moi-même, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Parce que nous, on était en fait sur le terrain de reportage au niveau du cimetière. Et donc, c'est quand nous rentrons chez nous que j'apprends finalement que le président avait été pris en otage par les jeunes de Pointe-Noire. Donc, en réalité, au moment où j'étais en train de faire le direct, d'annoncer que finalement, le président a dû avoir un empêchement de dernière minute et qu'il ne sera plus là, c'est dans ce même moment qu'il était pris en otage vers Anselmi. Donc, en fait, il allait accompagner la dépouille, comme je t'avais dit, et juste après que comment on appelle ça, son cortège est démarré, les jeunes avaient entouré le cortège et l'ont pris en otage. Ils étaient en train de scander, de frapper sur le véhicule. Bon, ils ont raconté tout ce qu'ils ont dit. Bon, ce qui est vrai, c'est que les jeunes n'avaient que des palmes, qu'ils frappaient sur le véhicule avec tout ce qu'ils étaient en train de scander. Mais ils ont gardé quand même ce cortège pendant une trentaine de minutes. Ah ouais? Mais et donc, moi, c'est quand je rentre. Oui, mais 30 minutes, c'est interminable. Le cortège du président n'était pas escorté parce que quand on voit un peu comment il se part, le cortège était escorté, mais sauf que non, le cortège était escorté, mais sauf que dans ces circonstances, je crois que pour des raisons de sécurité, ils avaient évité évidemment s'il faut dire de tirer ou je ne sais pas quoi, mais parce que d'abord, la situation n'était pas en leur faveur. Était vraiment en leur défaveur. Si jamais il y avait eu crépitement d'armes à ce niveau-là, c'est sûr et certain que même Denis Sassou Nguesso n'allait pas sortir de là. En fait, c'était une colère. La population a manifesté, en fait, les jeunes avaient manifesté leur colère, leur indignation, et voilà comment ils ont procédé par la prise en otage. En fait, c'était un événement spontané, qui n'était pas préparé en réalité. Parce que si c'était préparé, c'est sûr et certain qu'il y aurait un bain de sang à ce niveau. Et puis aussi le fait que dans l'esprit de ces jeunes, il y avait cette conviction que Jean-Pierre Tister Tchikaya ne serait peut-être pas mort de sa mort naturelle et qu'ils imputaient... De sa mort naturelle, voilà. Ok. Et donc, en fait, les jeunes ont juste manifesté leur indignation, leur colère, et voilà. Et après, je continue. Donc, à ce moment-là, je décide d'aller accompagner chaque membre de mon équipe chez lui pour les mettre en sécurité. C'était la première des choses. Et quand je démarre pour aller déposer chacun, j'arrive au niveau de Lumumba. C'est là où je rencontre le ministre Alain Akwala et Émile Aoué, un ancien directeur départemental de la télévision Pointe-Noire, qui m'interpelle, dit Perrin, on a besoin de toi. Je dis mais tel que la ville est embrasée comme ça, l'atmosphère déjà n'est pas assez bonne et c'est une ambiance de guerre. Il me faut d'abord sécuriser mes agents et puis le reste, je pourrais vous joindre. De toute façon, on a les numéros, on peut s'appeler. Il dit non, c'est maintenant. Je dis, ce n'est pas possible. Eh ben, ils ont démarré, ils sont partis et moi j'ai continué à déposer ceux qui étaient avec moi chez eux, les mettant en sécurité. À ce moment-là, je repars maintenant vers la direction, c'est-à-dire là où a été nos bureaux et nos salles de montage. Mais il faut passer par le petit carrefour qui fait face à la mairie de Vouvou. Oui. Et donc, à ce niveau, dès que j'arrive au niveau du carrefour, je viens rencontrer les soldats armés qui font une sommation, qui me demandent d'arrêter. Je m'arrête, je descends, je trouve le maire, alors, de Vouvou. Il s'appelait comment? Qui commence à me sermonner. C'est quoi c'est bien dommage que je n'ai plus son nom, je me rappelle plus de son nom.
Mais déjà, de toute façon, si vous fouillez dans les Oui, annales, en vous fouillez dans 2008, ouais, la 2008. documentation, en 2008, vous saurez qui était maire de Vouvou. Alors, il va me sermonner pour me dire, mais c'est quoi ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est toi qui vas rétablir la démocratie au Congo. Et puis, en plus, ce que tu as fait là, si tu diffuses, on va fermer ta chaîne. Alors, Je dis, ah Monsieur bon? Christian Comment ça? Perrin, ils disent, en fait, ils vous disent, alors, c'est toi qui vas rétablir la démocratie au Congo? La Donc, c'est un démocratie. aveu que la démocratie, est-ce que c'est un aveu que la démocratie a été brisée au Congo? Bien naturellement, ils sont conscients. Ils savent qu'il n'y a pas la démocratie. C'est un semblant de démocratie. Un semblant de démocratie. La preuve, c'est qu'il me dit, si je diffuse ce que je suis allé filmer, il va fermer ma chaîne. Ça ne se fait pas en démocratie, non? Voilà. Et donc, mais je lui ai dit, bah écoutez, de toute façon, nous on fait notre travail, hein, à chacun son petit métier comme on l'avait appris. Donc faites le vôtre, nous aussi on fait le nôtre. Et je suis arrivé à la direction, on a fait monter le reportage et on a balancé. Tout semblait se calmer maintenant. Nous sommes rentrés le lendemain, on a repris le boulot. 2 jours après, eh ben voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que la délégation des sages, hein, entre guillemets, les sages de Kwilu, Quilou, oui. va décider, voilà. Donc il y a une délégation des sages qui va décider d'aller rencontrer Denis Sassou Nguesso pour aller, sous prétexte, demander pardon de ce qui s'était passé le jour de l'inhumation de Jean-Pierre Tshisekedi, c'est-à-dire le fait de l'avoir pris en otage par les jeunes. Par les jeunes, par Et les donc ils jeunes. arrivent à Brazzaville, mais ils arrivent là-bas par les jeunes, bien entendu. Ils arrivent donc à Brazzaville. Bah, je crois que les Congolais savent ce qui s'était dit, hein, ce que Denis Sassou Nguesso a raconté sur ces papas-là, ces vieillards. Mais vraiment, il leur avait manqué du respect. C'était une humiliation totale. OK? Et ça a été filmé. Alors, on prend cette bande, on la dépose dans toutes les chaînes de télévision et on demande, ben, naturellement à Pointe-Noire, hein, dans Oui, toutes oui, les bien chaînes de sûr. télévision et on demande à ces chaînes-là de diffuser la bande au même moment. Vous comprenez la stratégie? Au même moment. Donc, si on a dit à TPT à 20h, DRTV à 20h, Télé Pointe-Noire à 20h, DVS Plus, voilà, qu'on appelait ça, aussi à 20h. Mhm. Ben, nous avons reçu la bande. Moi, particulièrement, j'ai reçu la bande. Mais j'avais déjà un programme déjà occupé, c'est-à-dire ma grille était déjà remplie. Je ne pouvais plus loger cette bande. Eh bien, nous avons fonctionné avec notre programme tel qu'établi. Et ce jour-là, s'il faut dire malheureusement, non pas malheureusement, pour nous, c'est une routine. Hein, Mhm. c'est notre travail comme tous les jours. C'est moi qui étais à la présentation du journal. Donc je passe le journal, je présente le journal à 20h et après 20h, on va balancer une émission franc-parler qui avait été enregistrée avant, je crois 48 heures avant. Mhm. Et dans cette émission, nous recevions évidemment l'ancien ministre Demba Tello et Oui. une autre ancienne ministre, Madame Niali Gomez, qui avait démissionné du gouvernement Sassou, bon, qui trouvait pas trop clair. Bon, bref. Alors les deux vont se mettre à critiquer le régime pour démontrer que c'est un régime qui fait à sa tête et quelque part, bon, je crois que c'est Madame Niali qui dira, mais Denis Sassou Nguesso semblerait être pire que Mugabe, parce que Mugabe venait de Ah reconnaître les ouais? résultats des Et quand élections législatives qui étaient, voilà, ce que Sassou Nguesso n'avait pas pu faire. quand, Et cette quand, comparaison, voilà, oui, quand oui. Madame Niali fait cette critique, elle n'est plus au gouvernement. C'est bien cela. Non, elle n'est plus au gouvernement, elle avait déjà démissionné, elle était dans un autre parti, le PAD, hein, qu'on appelait Ok. ça. Le PAD. Et donc voilà. Donc après, mon journal, on va balancer l'émission. Mhm. Et pendant ce temps, la DST qui avait déposé les bandes, c'est-à-dire la vidéo, là où on sermonnait les sages, Mhm. là où on a humilié les sages, attendait au niveau des écrans pour voir leur élément, c'est-à-dire leur vidéo. Chez moi, je n'avais pas programmé. Les autres avaient programmé. Donc, tout le monde. Et puis, c'est quand j'arrive en fait à la maison que je vois sur les autres antennes, hein, c'est-à-dire les autres chaînes, l'élément est en train de passer. La vérité, c'est que moi-même, je n'avais pas encore visionné la bande Mhm. entièrement avant de, pour bien sûr la loger ou loger l'élément. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Quand on reçoit un élément qui vient de l'extérieur, il nous faut toujours visionner de bout en bout pour savoir il y a quoi à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est dit, et c'est de là qu'on va juger la nécessité de programmer ou non.
Mhm. Ben, quand on est venu me déposer ça, tellement que j'étais affairé, ben, je n'avais pas pris le temps, je n'avais pas eu le temps de visionner. Et donc, ça aussi, c'était une raison pour moi de ne pas placer un élément que je n'avais pas regardé. Donc, je me OK. disais que le lendemain, je pouvais placer ça tranquillement, et puis voilà. Et quand j'arrive à la maison, après avoir présenté le journal, et lorsqu'on balance notre émission, c'est à la maison que je suis, à travers les autres chaînes, l'élément. Mais franchement, j'étais indigné. J'étais indigné, je n'avais pas apprécié cela. Qu'on humilie des papas comme ça, soit-il le président de la République qui s'adresse à ses papas, à ses bon, entre guillemets, sages, mais ce qui s'était dit était mais vraiment sale, c'était humiliant. Et de là, finalement, je vais encore décider de ne plus programmer ça. Mais en Parce substance, qu'après, j'ai pris la bande que j'avais. Monsieur Christian Perrin, en substance, quand vous dites d'humilier des papas venus de Pointe-Noire, qu'est-ce qui se dit en substance, rapidement? Qu'est-ce Ben, que ça vous serait n'avez pas difficile accepté? que je, En quelques mots ben, on seulement. parlait des histoires du genre, je suis votre mari, j'ai marié votre fille, et puis vous faites des choses comme ça. Il accusait en fait les papas là d'être à l'origine de ce qui lui était arrivé à Pointe-Noire, tout un tas de choses. J'ai fait ci, j'ai fait ça pour Pointe-Noire. Euh, et puis il fallait écouter ce que, par exemple, le préfet de Pointe-Noire, puisqu'il faisait partie de la délégation, et il y a eu aussi le monseigneur Macaya, ce qu'ils ont raconté, pour demander pardon, papa, vous êtes notre mari, mais vraiment des sottises, des conneries, qui n'ont rien à voir avec la République, qui n'ont rien à voir avec, je dirais, la vie de la nation. Tu vois. Et tout un tas de choses. Pour ceux qui ont suivi, qui avaient suivi cette bande, hein, ils savent de quoi je parle, mais je crois que ça doit encore exister. On peut retrouver ça, je crois, sur le Oui. net. Et donc, moi, Est-ce que c'est au à même mon moment niveau, où on je a n'ai pas entendu jugé d'importance. parler, monsieur, est-ce que c'est au même moment on aura entendu parler des rats de jardin ou je sais pas moi, il y Les aurait rats eu du des jardin, choses. oui, oui, ils qualifiaient, évidemment. Ils qualifiaient, en fait, les sages, hein, entre guillemets, du Quilou, et comme des rats du jardin. Parce qu'il prend, c'était un anaphore, hein. Il prend l'image du rat du jardin qui est venu découvrir le fromage dans le placard. Ça veut dire que la souris de la maison l'y a amené. Et ben voilà, donc un truc comme ça. Vous imaginez? Eh ben c'était pas beau, c'était pas beau. Okay. Bref. Alors donc je vais décider même le lendemain de ne plus diffuser. La journée passe tranquillement, sans problème. On arrive à un autre jour et je quitte donc la maison. J'arrive au boulot. C'est là que bon finalement je reçois la visite de 2 policiers qui arrivent Mhm. dans un véhicule tout blanc, non immatriculé, ils entrent. Bon, j'avais un bureau qui faisait face carrément à l'entrée principale hein, de nos bureaux, c'est-à-dire de la concession. Donc quand les gens arrivent, je les vois déjà. Ils sont arrivés, on veut voir Monsieur Perrin, ils sont passés par la réception, on veut voir Monsieur Perrin, ils sont arrivés, je suis là, oui, mais le chef veut te voir. Le chef c'est qui? Non, le chef. Il dit, mais le chef c'est qui? Le DST. Bon, ce temps-là, moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, on s'était jamais rencontré, hein, je savais pas que c'était évidemment Philippe Aubara. Donc, on me dit le DST, le directeur départemental de la DST. Je n'ai pas osé demander le nom. Il dit, mais comment je vais me déplacer? Vous n'avez rien avec vous, aucune convocation, pas d'invitation. Moi, je suis en plein travail. Là, c'est les heures de travail. Je peux pas me déplacer s'il n'y a pas un élément qui justifie évidemment mon absence au poste. Doit être justifié. Ils disent non, c'est juste qu'il veut parler avec toi. Je dis, même si c'est pour parler, je vais m'absenter de mon poste. Et d'ici à là-bas, ça fera pratiquement 1 heure. On va rouler et voilà, on fera pratiquement 1 heure le temps de revenir. Ça pourra faire 2 heures, donc je me suis absenté de mon poste. Alors là, ils repartent revoir leur chef, qui les renvoie encore avec donc pour leur dire non, allez-y insister, dites-lui que c'est moi qui l'appelle, c'est un ami et puis voilà. Ils reviennent, je réagis de la même sorte pour leur dire s'il n'y a pas de convocation, c'est-à-dire s'il n'y a pas un élément hein, Bien sûr. justificatif, je ne peux pas me déplacer. Alors ils repartent encore pour une 3e fois. Là ils reviennent, cette fois-là avec un petit bout de papier où on a écrit mon nom, attendu à la DST, convoqué à la DST pour motif te concernant. Voilà, pas de signature, pas de signataire. Je dis mais attends, c'est un tract. Un tract, il n'y a rien là. Oui, on a écrit mon nom, on a demandé que j'aille, mais je ne sais pas qui me convoque.
Mais on t'a dit c'est le DST. Je dis oui, le DST, mais on se connaît pas avec moi. Et puis ici, c'est l'administration. Alors là, ils repartent pour la 4e fois. Voilà comment ils vont La maintenant 4e. revenir avec. Mais bien sûr. Et j'avais compris, déjà cette insistance avait déclenché en moi un sentiment où je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ils sont revenus avec la convocation cette fois-ci, signée en bonne et due forme, Philippe Aubara. Voilà comment, je leur dis, bah écoutez, précédez, je prends ma voiture, je vous suis. Ils ont précédé, j'ai pris ma voiture, j'ai demandé à notre chargé des questions juridiques, Monsieur Guy Pandou, Guy Richard Pandou. Il me dit, bah, tu dois m'accompagner, voici ce qui se passe. Voilà comment il va m'accompagner. On arrive sur place, on se donne des consignes. Je dis, si jamais j'entrais, s'il me recevait, et si on ne peut pas nous recevoir, nous deux, hein, si moi j'entre, quelques 2 heures après, si je ne ressors pas, comprends qu'il y a quelque chose, alors alerte déjà le monde. Nous sommes arrivés, nous avons dû attendre longtemps attendu, et après, autour de 14 heures, ben voilà, on m'appelle, et quand je dis, mais est-ce que je peux venir avec notre responsable des questions juridiques, il dit, non, je veux juste parler avec toi. Okay. Voilà comment il va m'attendre. Et j'entre, ben c'est là qu'il commence à me poser des questions sur d'abord notre programme, pourquoi tel jour vous avez diffusé ci, vous avez diffusé ça, alors que vous avez ça, pourquoi vous avez fait ça. En fait, il focalisait un peu son interrogatoire sur l'émission qu'on parlait. L'émission, d'accord. Pourquoi un tel a dit ça, pourquoi un tel a dit ça. Je dis, mais ce sont des invités, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Oui, mais bon, après, nous avons déposé une cassette chez vous, pourquoi vous ne l'avez pas diffusée? Je lui ai expliqué que ce jour-là, notre programme était déjà saturé, on ne pouvait plus loger autre chose. Le lendemain, j'aurais dû... Il s'agit bien de la cassette, de la réception des sages. De la cassette, de la réception des sages, voilà. Chez Monsieur Sassou Nguesso, oui. Tout à fait. Après, bon, à la fin, il me dit, bah écoutez, c'était tout, juste pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis, il avait en fait une mine un peu joviale, reçue, avec une ambiance bon enfant. Et puis voilà, pour tout ça, pour ne pas susciter en moi un petit sentiment de peur ou de crainte. Et voilà comment on va se séparer en bon terme ce jour-là. Sorti, je retrouve Guy Richard, je lui explique, voici ce qui s'est passé. Elle dit, ah ok, d'accord, on est parti. Mais en réalité, ce n'était qu'une manière pour lui de me préparer, de me conditionner, en fait. Et donc, ce jour-là, on va travailler tranquillement, sans problème. Le lendemain, je quitte la maison un peu tard parce que j'avais terminé aussi tard au boulot, la veille. Et donc, il est pratiquement 9h ou 10h. Je démarre, voilà un coup de fil. Le colonel Bantaba de la DST. Colonel Bantaba, oui. C'est Monsieur Perrin, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux venir? Bon, enfin, c'est des numéros privés, masqués, hein. Ça s'affiche pas, mais bon, on s'est quand même présenté. Monsieur Bantaba travaille sous la direction Monsieur Aubara. C'est bien cela? De Monsieur Aubara. Mais je crois qu'ils étaient venus spécialement pour, je ne sais pas quelle activité. C'est des gens normalement qui était venu de Brazzaville. C'est après que je vais le découvrir. Monsieur Bantaba, je dis, ben ok. Ben j'arrive à la DST. Mais avant d'aller, j'ai appelé Guy Richard Pandou pour lui dire, ben écoute, on vient de m'appeler au téléphone par monsieur Intel, le colonel Intel. Donc je suis en train de me rendre maintenant là à la DST, si tu peux me suivre. Il dit oui, j'arrive. Je suis arrivé, après à un moment donné, lui aussi il est arrivé, on s'est donné toujours les mêmes consignes, dans le cas où, parce qu'on ne sait jamais. Il dit ok, pas de souci. On a attendu, on était arrivé pratiquement à 11h, 10h30, 11h. Nous sommes restés jusqu'à pratiquement 14h30, on allait vers 15h, après on était fatigué, on dit non, on va rentrer chez nous. Je dis je vais rentrer. Et c'est au moment où je vais rentrer, voilà un coup de fil. Le même colonel Bantaba, Perrin, oui, tu es déjà là. Je dis, mais nous sommes là il y a très longtemps, et puis on a du travail ce soir. Moi particulièrement, j'ai présentation du journal. Et là, je dois déjà partir. Il dit, non, tu dois pas partir, j'arrive, je suis juste quelque part, là, j'ai accompagné quelqu'un, j'arrive. Je dis, non, je dois partir, on se voit demain. Il dit, non, je dois te rencontrer parce que c'est une instruction de Brazzaville. Une instruction de Brazzaville. J'explique à notre responsable les questions juridiques. Voici ce qu'on m'a dit au téléphone. Ben, on a attendu quelques 10 minutes, monsieur se présente. Il arrive.
Il entre dans leur salle. Après, à un moment donné, on vient m'appeler. Je dis, ben, on va avec. Est-ce que je peux venir avec notre responsable des questions juridiques? Il dit non, non, même pas d'avocat parce que nous avons quand même un avocat. Il dit non, non, nous ne travaillons pas avec les avocats. En fait, de quoi s'agit-il? Il dit non, 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 tu n'as pas besoin de savoir. Viens seulement. Ben, je suis rentré dans la salle. Mais quand j'entre dans la salle, je viens de trouver les soldats. J'avais des soldats, ils étaient au nombre une dizaine, douzaine comme ça, assis autour d'une table ovale. C'est des officiers supérieurs en plus, des colonels, dont la plupart, des commandants. On me demande de prendre place, et ils avaient réservé une chaise pour moi, juste au coin. Je m'assois et voilà comment commence l'interrogatoire. Ah. C'est Philippe Aubara qui commence. Hier, je t'ai reçu pour ceci, pour cela. Mais bon, je n'avais pas bien compris là, pourquoi c'était ça. Après, ce n'est plus Philippe, c'est un autre. Je dis, mais j'ai d'abord répondu aux premières questions. Je leur ai expliqué ce que je leur avais dit la veille, que c'est dû à notre programme et donc on respecte notre programme, simplement ça. Et puis bon, il n'y a pas entre. Oui, mais la situation sécuritaire, est-ce que tu n'avais pas? Je dis, c'est. Attends, moi je suis journaliste. Toi, tu es un agent des renseignements. Donc, on ne peut pas percevoir les choses de la même manière. Pendant que toi, tu penses sécurité et autres, moi, je pense information. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas parler le même langage. Ce que j'ai fait à la télévision, j'ai fait respecter mon programme. C'est comme ça qu'une télé fonctionne. Maintenant, si vous pensez qu'il y a un souci de sécurité, pour quelle raison d'abord? Monsieur Christian Non, mais Perrin. pourquoi tu n'as pas diffusé le... Voilà. Ah oui, Monsieur Christian Perrin. Bon, je vois les deux tableaux là. Bon, il y avait l'événement, n'est-ce pas, de l'inhumation, là, et puis c'était cet autre événement de la diffusion de la bande, de la réception des sages. Donc, tout cet état-major là, qui t'ont reçu à la manière, enfin, ils reviennent simplement sur la bande de la réception des sages. C'est autour de ça qu'on te pose. Non, ils prennent tout, ils reviennent. Non, 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 ils reviennent sur tout. Ah, d'accord, sur tout. On parle de l'émission, on parle de la bande, on parle de ceci, on parle de cela. En fait, tout ça, c'était fait pour, je crois que c'était fait pour m'énerver. Enfin, je comprenais pas parce que si vraiment ils voulaient me poser ou m'interroger, poser une question, je vous réponds tranquillement. Mais après, à un moment donné, c'est pratiquement 2, 3, 4 personnes qui posaient les questions au même moment. Après, je me suis arrêté pour dire, ben, je ne réponds plus. À qui vais-je répondre finalement? Et quand j'arrête de répondre, ben là, on me traite de tout. Voilà, je suis un bandit, je suis gonflé, et qu'est-ce que tu veux montrer? Après, bon, voilà, on t'arrête. On m'arrête, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on t'arrête. De toute façon, c'est une instruction. On me répète ça, c'est une instruction de Brazzaville. Et là, on se regarde. Et j'entends donc le directeur départemental de la DST, M. Philippe Aubara, poser la question à un soldat qui était devant la machine là-bas, qui était en train d'écrire pendant qu'on m'interrogeait là. Et c'est à Philippe Aubara donc de me demander à ce monsieur quel est le motif qui convient. Ils ont commencé à tâtonner. Quel est le motif qui convient? Ça veut dire que c'était prémédité. Il y a un qui dit outrage au président de la République, l'autre non, incitation à l'ordre, comment ils appellent ça, incitation au trouble, non, à l'ordre, oui. À l'ordre public. Trouble à l'ordre public, voilà, ainsi de suite. Et après tergiversation, ils vont retenir incitation au trouble à l'ordre public. Et voilà, on fait venir un autre soldat qui s'amène avec les menottes. Je dis, mais non, tu n'as pas besoin de ça, je suis pas un bandit. Je suis pas un bandit, pourquoi tu vas me mettre tes menottes? Dis-moi juste te suivre, je ne sais jusqu'où, ben, je vais le faire. Il dit non, tu n'as pas des leçons à nous donner, il faut le ménoter. Voilà comment on me met les menottes. On me demande de le suivre, je le suis, ben finalement c'est dans une cellule qu'on va me mettre. Et dans la première cellule où j'arrive, c'est là où je vais trouver dans un premier temps les jeunes qu'on avait arrêtés par-ci par-là, dans Pointe-Noire, particulièrement les jeunes de Vouvou. Et donc, quand j'entre là, même les jeunes s'étonnent, disent, oh, grand, toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire? Et là, ils commencent à me raconter comment on les a ramassés partout, et les premiers d'ailleurs qui avaient été pris par ces services-là, d'autres avaient été déportés, et d'autres portés disparus, jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mais alors, je suis tombé dans un traquenard, là, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je me posais ces questions, parce que dans la même foulée, il y a aussi le député Mavungu Zinga Mabio qui avait été arrêté.
Ah, lui aussi, il a été arrêté? Et... Il avait été arrêté, oui, dans la même foulée. Et voilà, quelques temps après, on vient toquer la porte, dit, Monsieur Perrin, vous êtes là? Je me présente, oui, je suis là, oui, venez avec nous. Je sors, je vois donc, cette fois-là, c'est un groupe de soldats qui était arrivé dans un autre véhicule, toujours tout blanc, non immatriculé, mais ceux-là étaient cagoulés. Tous étaient cagoulés, une dizaine comme ça, avec leur pick-up tout blanc. Oui, armés. Je voudrais bien saisir, Monsieur Christian Perrin, un véhicule de police qui n'est pas immatriculé, c'est-à-dire non identifiable. Qui n'est pas immatriculé, non identifiable. Et les éléments également non identifiables parce qu'ils étaient cagoulés tous, armés. Eh ben, le responsable de ces troupes arrive à la réception pour dire à celui qui était de garde, enfin qui était de poste, que nous sommes venus récupérer tel prisonnier, certainement pour m'amener je ne sais où. Et je sors. Voilà, on me demande, bah écoute, monte dans le véhicule. Je dis, mais je vais monter dans le véhicule, je viens de sortir là, je vois rien, on n'avait pas signé le manifeste pour signaler que vous êtes venu me chercher. Et ben là, il me regarde, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Monte ou bien on va te brutaliser. Je dis, ben désolé parce que là où je suis, c'est probablement, peut-être qu'il serait mieux, s'il faut mourir, je préfère mourir ici. Parce que là où vous allez m'emmener, je ne sais pas où ce que vous m'emmenez, vous ne signez pas le manifeste et vous me demandez de monter dans le véhicule. Alors ils ont essayé de brutaliser au départ là, après à un moment donné, il y a un qui dira non, ne le brutalisez pas, attendez d'abord, ben oui, ils étaient en train de nous faire la leçon de morale. En fait, le fait de leur avoir demandé de signer le manifeste, ils n'avaient pas apprécié, probablement. Et voilà comment le monsieur va s'amener au comptoir pour aller, disons, à la réception, pour aller signer le manifeste, faire semblant de signer le manifeste. Et quand il finit, il vient, il dit, bon, on peut partir. Je dis, est-ce que je peux lire ce que vous avez écrit? Il dit, mais, attends, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Après, le monsieur se fâche, il commence à me raconter tout ce qu'il va raconter. Je dis, mais, il faut que je vois ce que vous avez écrit, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on est en train de partir. Et puis, je ne suis pas assisté. Vous êtes venu me chercher. Je ne sais pas où est-ce que vous m'amenez. Je ne comprends rien du tout, mais je peux quand même lire ce qui est écrit. Alors là, votre collègue chargé des questions juridiques, il était reparti, il est passé. Oui, lui, il était déjà reparti parce que après, quand on a décidé de m'arrêter, quand ils m'ont menotté, parce qu'après on est sorti de la salle avant d'aller dans la cellule où on était allé me placer. Et là, je crois qu'il était quelque part, il avait constaté qu'il y a quelque chose qui venait d'arriver, et de là, il était parti pour alerter les organisations, les droits de l'homme, les chancelleries, la presse nationale, internationale, voilà. Et donc, derrière là, pendant ce temps, moi, j'étais avec ces gars-là. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai dit où, je ne sais quoi, il me dit, ben écoute, attends, je vais écrire. À ce moment-là, il repart maintenant pour écrire. Ben, il écrit, malheureusement, là aussi, je dis, ben je dois lire. Ben là, vraiment, il se fâche. Après, à un moment donné, on me brutalise. Je sais pas comment je me suis même retrouvé dans leur véhicule. Ben, vous savez comment ça se passe. Quand je dis ça, les Congolais savent exactement comment ça se passe avec ces gens-là. Et voilà comment je vais me retrouver dans leur... Une BJ, hein, ce qu'ils appellent les BJ, c'est ça? Non, ce sont des 4x4, en fait, des Toyota pick-up. Okay. Et donc allongé là, ils ont mis les godards sur moi. Donc en fait, tous ils avaient attrapé un chien, comme qui dirait, un gibier. Et voilà comment je lève un peu la tête, je me rends compte qu'on est en train de rouler, mais très vite. Mais on va où? Je ne sais pas exactement. On a roulé. Après à un moment donné, quand on va stationner quelque part, on me demande de descendre. Et quand je regarde, je me rends compte que je suis devant la tristement célèbre prison de Port. Le port de Pointe-Noire. Le port de Pointe-Noire. Alors là, j'avais perdu totalement espoir. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Là, entrez, on me pousse là, j'entre, et puis j'entends d'ailleurs une dame, une policière, qui s'exclame, dit, mais attends, on commence à arrêter les journalistes dans cette affaire. L'affaire, c'était quoi? Vous comprenez rien. Et voilà comment on me met dans une cellule, me déshabille, on enlève tout ce que j'avais, veste, haute, chaussures, ceinture, on me laisse avec mon caleçon, voilà. Monsieur Christian Perrin,
avant que vous ne continuiez pour bien saisir la logique ou les logiques des choses, je pense que M. Sassou Nguesso avait bien déclaré, même dans la presse internationale, qu'évidemment aucun journaliste ne devait être arrêté au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Le problème de Sassou Nguesso, c'est que à un moment donné, je me pose la question si ce monsieur a encore son cerveau en place. Essayez d'observer la vie de Sassou Nguesso. Peut-être Sassou Nguesso 1, je ne sais pas. Bon, j'étais encore beaucoup trop jeune, ce temps-là. Mais observez Sassou Nguesso depuis son retour par les armes, depuis 1997 à aujourd'hui. Lisez ses discours, écoutez ses interviews, vous verrez qu'il y a un hiatus de ce qu'il raconte, de ce qu'il dit et de ce qui se fait sur le terrain. Mais le même monsieur vous crie démocratie tous les jours, liberté, paix, tous les jours. Sassou Nguesso, je peux me tromper, mais a déjà prononcé paix, liberté, démocratie pendant plus peut-être d'1 milliard de fois. Mais pourtant, sur le terrain, on constate bien le contraire de ce qu'il dit. En fait, il a pris l'option de, je ne sais pas à qui il s'adresse. Quelqu'un me posait même la question, mais ce monsieur, quand il parle, en réalité, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux Congolais? Ou bien il y a une cible à qui il s'adresse quand il parle? Tout simplement parce qu'il voulait me faire comprendre que ce monsieur, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, il y a vraiment une différence. En fait, on va dire... Voilà. Alors, il avait dit, évidemment, il avait déclaré devant la presse internationale qu'on ne peut pas jeter un journaliste en prison au Congo-Brazzaville. Jamais un journaliste en prison. Mais pourtant, juste quelques temps après, on a vu ce qui s'est passé. Il y en a même qui sont morts. Des journalistes qui ont payé de leur vie pour le travail qu'ils ont fait, juste leur travail. Ok. Je veux te rappeler... Revenons, vous êtes au port de Pointe-Noire, à la cellule du port de Pointe-Noire. Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps est-ce que vous restez là? Quelles sont les conditions de votre incarcération là-bas? Pour aller un peu plus vite. Oui, en réalité, le temps déjà que je reste là-bas, c'est un laps de temps. Mais ce n'est pas cela qui compte. Okay. C'est plutôt l'intention avec laquelle ils m'ont enlevé en réalité. Ils m'ont arrêté. Quelle était leur intention? Parce que quand tu analyses les faits, tels que les choses se sont déroulées, c'était carrément pour m'éliminer physiquement. Je t'ai expliqué que quand je suis arrivé dans la cellule, on m'a expliqué, par ces jeunes que j'ai trouvés là, des premiers qui avaient été arrêtés, dans le même contexte, dans les mêmes circonstances, et qui, aujourd'hui, sont portés disparus. Et quand ils m'enlèvent, d'abord, lorsqu'on m'appelle, lorsqu'on m'interpelle, le mobile pour lequel on m'arrête n'est pas clair. Je t'ai dit qu'ils étaient eux-mêmes en train de se poser la question, on met quel motif? Ça se passe devant moi. Alors, ils trouvent un motif à coller pour justifier l'acte. Ok, on va me mettre dans la première cellule. Là-bas, je ne passe même pas 2 heures, c'est trop. Après, je vois venir un commando, tous cagoulés, armés, véhicule blanc non immatriculé. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour me déporter. Et quand on quitte là, on m'amène, j'arrive donc au port, à la prison du port, là où on me déshabille, on me met là, c'est une cellule entrouverte, voilà, et puis vous avez tout le vent qui peut vous embrasser. Donc je reste là dans cette petite cellule, vous n'avez rien du tout, quoi. Si vous voulez faire vos besoins, tout se fera là, et puis voilà. Tout, mais vraiment tout doit se faire là. Pas de mousse, rien du tout. Vous êtes là debout, donc à l'heure où on vous a déposé là, jusqu'au jour où on viendra vous chercher. Et voilà, quelques temps après, je me rends compte, parce qu'ils avaient un poste téléviseur, ils étaient en train de suivre le journal, ceux qui étaient là, de garde, et je suis donc sur une chaîne de télévision. En fait, non, c'était en France 24, qui annoncera donc, voilà, au Congo-Brazzaville, on a arrêté un journaliste, ainsi de suite. Déjà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, déjà ça, je peux, en fait, espérer. Et donc, pendant qu'on m'avait amené dans cette prison du port, Guy Richard, je vous ai dit, était parti puisqu'on s'était donné des consignes. Il a appelé tout le monde, il a informé les organisations et voilà comment, d'ailleurs, il y avait d'abord un début. Il y a eu d'ailleurs un début de manifestation, des petits mouvements dans la ville. Au niveau de Tietie, les quartiers un peu à concentration humaine, il commençait à avoir déjà des petits mouvements. Et donc, il avait aussi informé l'ambassadeur des États-Unis. Voilà, il avait aussi informé l'ambassadeur. Et c'est donc l'ambassadeur des États-Unis qui va appeler Jidéo et Sassou Nguesso pour leur dire, écoutez,
Jidéo, quand vous dites Jidéo, c'est bien Jean-Dominique Jean-Dominique Okemba, c'est le Okembala, numéro un, oui, des services de renseignement au des Congo, voilà. services de renseignement. Et même l'ordre de mon arrestation, et je crois que c'est lui qui avait donné l'ordre de mon arrestation. Mhm. Pour quel motif? On ne sait pas. Jusque-là, je n'ai jamais compris. Et donc, voilà comment l'ambassadeur va les appeler pour dire, mais écoutez, j'ai entendu, on m'a informé ceci, il y a un journaliste qui est en prison, que vous avez jeté en prison, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, ça se passe 3 mois ou 6 mois seulement, que je venais de rentrer, en fait, d'une formation des États-Unis. Et donc, avec cette relation, monsieur a appelé, et puis il leur a dit, si ce qu'on m'a dit là est vrai, alors je vous enjoins de le libérer. Voilà comment Okemba va promettre, évidemment, non, écoutez, ok, on va le laisser partir, on va le libérer, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer. Bon, ça, bref, c'est des indiscrétions que je découvre après. Et donc, voilà comment, très tôt le matin, quand l'ambassadeur a appelé, Jean-Dominique Okemba, très tôt le matin, je vois venir le même colonel qui m'avait amené là-bas, donc Bantaba, qui m'avait affecté là-bas, venir me chercher autour de 6 heures comme ça. Il faisait encore, mais vraiment très tôt. Monsieur Perrin, il est là, vous êtes là, on vous a rien fait de mal. Bon, maintenant vous êtes en sécurité, ça va. Je dis, mais pourquoi il s'agite comme ça Maintenant, maintenant? vous êtes en sécurité. Maintenant, vous êtes en Maintenant, je suis en sécurité. sécurité. C'est-à-dire, avant, vous ne l'étiez pas. C'est ce que ça veut dire, non? À l'opposé, je ne l'étais pas. Donc, à l'opposé, j'étais sur la pente de... Tu comprends? Maintenant, vous êtes en sécurité. C'est lui qui le dit. Ah, mais où sont passées ces chaussures? Où sont passées? Même les habits et les chaussures avaient disparu. Curieusement. Après, on cherche les sandales quelque part, on donne, je sais pas, une chemise qu'on a trouvé quelque part là-bas, on me donne, mais bon. Comme un petit voyou là, et je monte encore dans son véhicule, écoute, tu viens avec moi, maintenant tu es en sécurité, plus rien ne va t'arriver, on va aller, voilà. Et donc on repart au bureau à la DST. Monsieur Christian Perret, je voulais savoir, vous parlez des chaussures par-ci, des chemises par là-bas. Est-ce que c'est une façon de dire qu'on vous a mis dans une cellule complètement nue? Peut-être complètement nu, c'est trop. Ils m'ont laissé avec mon sous-vêtement. Vous imaginez? Juste le sous-vêtement. Je suis pas un criminel, juste le sous-vêtement. On m'a tout enlevé, tout avait été enlevé. Comme un voyou d'ailleurs, comme un bandit de grand chemin qu'on a arrêté, voilà. Et donc voilà comment il va me ramener donc à la DST. On arrive à la DST, on repart donc à la DST, dans son bureau, qu'il avait, mais parce que il était en mission en fait, parce que lui travaillait pas en fait à Pointe-Noire. Donc on va dans la salle qu'ils avaient choisie, mener leurs activités. On arrive, il prend un registre, un gros registre. Il se met à me poser encore des questions. Écoute, hier on t'avait dit si, tu avais répondu comment là, ici la question, quand on a dit ça, tu avais répondu. Je le regardais. Et après, à un moment donné, il lève la tête, dit, mais tu ne réponds pas. Je lui dis, mais comment je vais répondre? Parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Donc, cela veut dire que hier, pendant que vous m'interviewez ou m'interrogez là, vous ne notiez pas, vous faisiez semblant de noter. Alors qu'il y avait, soi-disant, un secrétaire quelque part, un soldat, celui à qui on avait dit, finalement, on met quel motif? Donc, lui aussi, il était en train de faire semblant de noter, c'est cela. Et maintenant, vous me posez la question, mais je ne sais pas ce que j'ai dit hier. Il dit, comment tu ne sais pas? Bon, d'accord, ok, je vais te reposer les mêmes questions. Je dis, je ne réponds pas. Il dit, mais je fais ça pour ta sécurité. Pour ma sécurité. Maintenant, ça devient pour ma sécurité. Je dis, non, jusque-là, je vous avais dit, d'abord, depuis hier, je vous avais dit que je ne réponds plus aux questions parce que d'abord, mon avocat n'est pas là. 2, vous avez refusé de nous recevoir avec mon responsable des questions juridiques. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à parler. D'accord, bon, comme tu veux pas, ok, d'accord. Bon, viens quand même avec moi. Il me prend encore là, dans sa voiture, son véhicule, hein. Ils ont des véhicules toujours comme ça, non immatriculés, tout blanc, je sais pas pour quelle raison. Et voilà comment il va aller me jeter au parquet de Pointe-Noire. Et on arrive au parquet de Pointe-Noire, la première juge qui nous reçoit, une dame, et bon, enfin, il dit carrément à la dame que non, on m'a demandé de venir vous le laisser ici. Mais la dame dit non, je ne fais pas la politique. Je ne gère pas tout ce qui est événement politique. Non. Elle a refusé, elle est partie. Il me dit, bon, écoute, on va dans l'autre bureau. On part dans un autre bureau, un deuxième juge, là-bas aussi, le juge décline. Après, il me garde, il dit, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné,
il va me laisser dans dans un troisième bureau, et c'est dans ce troisième bureau qu'il va le déposer pour dire, bah écoutez, je vous le laisse ici parce que on m'a demandé de venir le déposer au parquet. Maintenant, vous regardez ce que vous allez faire. Et voilà, il démarre, il s'en va, et le monsieur qui me reçoit me dit, bah écoute, moi je peux pas instruire, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Tout ce que j'ai à faire, on attend voir qui va instruire ton dossier. Et voilà comment, quelques 2 heures après, nous étions arrivés là-bas quand même à 9 heures. Et donc, c'est autour, je crois, de 14 heures, non, 13 heures, que finalement on me dit, bah, écoute, il y a quelqu'un qu'on a envoyé qui va instruire ton dossier, qu'on a envoyé. Évidemment, tu veux me retrouver devant je ne sais pas si c'est un procureur ou un juge, je comprends pas, mais c'est un ancien colonel qu'on a fait venir de Brazzaville Mais pour instruire mon dossier. entre-temps, Monsieur Christian Perrin, est-ce qu'on vous a arraché votre téléphone quand vous êtes à ce moment-là? Vous n'avez pas la possibilité d'appeler votre famille ou le monsieur qui vous avait accompagné? Non, mais je vais appeler la famille. Bon, déjà, je t'ai dit quand on est arrivé en prison là-bas, ils ont tout pris. Tout pris, Donc même quand ils viennent me chercher, même les sandales qu'ils me donnent, ce sont pas mes sandales. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils avaient trouvé ça. Après, une chemise qu'ils ont trouvée je ne sais où également, ils m'ont donné, que j'ai porté comme ça. Voilà. Avec un gros pantalon qu'il fallait tenir comme ça, comme vraiment un petit voleur, quoi. Et puis voilà. Et voilà comment je me retrouve donc au parquet de Pointe-Noire. Et là-bas, le monsieur qu'on a fait venir de Brazzaville, un ancien colonel, à la retraite en plus, qui va instruire mon dossier. Et c'est là qu'il va me dire, bah, écoute, mon petit, bon, maintenant tu es en sécurité, plus rien ne va t'arriver, mais tu dois dire que tu reconnais. Je reconnais quoi? Non, je vais te poser une question et puis tu me diras, tu reconnais et puis tu vas signer et puis je te laisserai partir. Et dis donc, reconnaître. Je reconnais quoi exactement? Il dit, dis seulement, je reconnais. Il dit, non, je peux pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Après, il sort. Il sort, il revient, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, d'accord, ok. Après, il s'est mis à écrire lui-même sur ses documents, tout ce qu'il écrit. Bon, je n'avais même pas lu. C'est lui qui écrivait. Il a fini d'écrire, il a emballé ses trucs, il a remis ses chemises dans le placard. Après, il me dit, bon, on va te laisser partir, mais sauf que tu ne fais plus du bruit. Donc, surtout, ne va pas faire du bruit à la télé. Tu rentres droit à la maison et tu reviens le jour du procès. Procès. Je dis, procès? Oui, le jour du procès. Il me dit le jour, et puis bon, dès qu'on sort, alors qu'il m'accompagne, je vois venir, c'est là que je trouve finalement Anatole Colné-Macosson. En ce temps, il n'est pas ministre. Qui amène pour dire, Perrin, qu'est-ce qui arrive? Oh, maintenant ça va, il n'y aura plus rien, ça va passer, et puis des trucs comme ça. Il a tenté un peu de m'amadouer là, et puis je dis, ok, bon. Mais, tenté de m'accompagner, et puis je suis passé. Et évidemment, oui. Monsieur Collinet-Macosson, nous sommes toujours en 2008, vous dites qu'il n'est pas encore. Nous sommes en 2008, il n'est pas encore ministre. Il n'est pas ministre, mais il est quoi dans tout ça? Parce qu'on le voit déjà dans le paysage là. Hein? Donc, il semble avoir. Mais à un moment donné, je me pose la question s'il n'est pas des sécurocrates du régime. Parce que finalement, il est partout. Partout, il y a ces petits genres d'événements là. Il est toujours présent là. Ou quand il y a un crime qui a été commis quelque part par le régime, lui vient comme pour nettoyer comment qu'il dirait, le visage, hein, et essayer de, je sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. En fait, tu vois un peu par exemple ce qui s'est passé avec... effacer les traces en fait, hein, à peu près. Bon, effacer les traces. En fait, il vient vous faire comprendre que ce n'est vraiment pas cela. C'est juste une vue d'esprit. Voilà. La preuve, c'est qu'il a écrit. Quand tu lis un peu ses bouquins sur, par exemple, l'affaire du beach, il vous démontre que c'est les supposés disparus du beach. Les supposés disparus du beach. Voilà. Et quand il parle du pool, du génocide du pool, il parle d'un génocide imaginaire. Ah ouais. Oui, oui. Il faut lire ces livres, vous verrez, dans beaucoup... En fait, son rôle, c'est de nettoyer un peu l'image du régime. Démontrer en fait, que c'est pas... Voilà. C'est de réduire la gravité peut-être des actes qu'ils commettent. On peut dire de cette manière-là ou pas? Probable. Mais en fait, son rôle, c'est de vous faire savoir qu'il n'y a pas eu crime.
Il n'y a OK. pas eu ça. Il n'y a pas eu ci. Il suffit de lire ces bouquins, vous verrez. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. C'est comme je vous expliquais la fois dernière sur ce qui s'est passé, par exemple, pendant le référendum. Quand il y a eu ces crimes-là, c'est-à-dire quand on a massacré les jeunes. Moi, j'ai fait le reportage, j'ai des éléments, j'ai des images, j'ai tout qu'il faut. Je vous parlais que j'avais même les attestations, les réquisitions à médecin, attestations de dépôt à la mort, etc. Tout ça, c'était fait pour contrer ce genre d'action parce que après qu'ils commettent des crimes, ils viennent comme pour effacer les traces. Mhm. Et dans cette période-là, évidemment, quand il est arrivé à Pointe-Noire, je crois, c'était bien avant qu'on se retrouve à l'hôtel où je vous expliquais, il était venu faire un travail de recomptage des victimes. Et nous avons eu une discussion avec lui où il me fait savoir que non, lorsque les gens disent qu'il y a eu une dizaine de morts, en fait, c'est faux. Parce que moi aussi, j'ai mes enquêtes que je suis en train de mener, c'est faux, il y a eu juste un mort. Je lui dis, bon, respectueusement, pour ne pas veiller un peu les soupçons ou je sais pas quoi, je lui ai simplement dit, ok, mais chacun a ses éléments. Moi, j'ai d'autres éléments pour lesquels je peux démontrer que c'est des dizaines de morts. Et donc, il était venu pour refaire ce travail-là, pour démontrer, probablement pour écrire, je ne sais pas s'il avait écrit ou n'avait pas écrit, mais c'était dans toujours cette optique de vouloir effacer les traces. Bon, bref, donc au niveau du parquet, je le rencontre. Voilà. Il me dit, bah écoute, ça va, maintenant, tu es en sécurité, il n'y aura plus rien. Ça va, je suis en sécurité. Et bien voilà comment, et donc pendant qu'on se dirige, évidemment, je viens trouver, il y avait déjà une foule, un monde qui avait déjà pris l'assaut, le parquet, qui scandait, libéré, Perrin, libéré, des trucs comme ça. Et je crois que c'est ce qui avait même fait que le monsieur qui avait accepté d'instruire mon dossier, puisse faire les choses à la hâte, et puis bon, va vite, bon, vas-y, libère-toi, parce que on ne veut pas gérer cet événement avec cette foule, voilà. Et voilà comment je sors de là, j'arrive, ben je prends un taxi, je saute dans un taxi qui m'amène chez moi à la maison. Oui, alors, Et après, il faut repartir au procès. oui. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup à dire autour Oui, mais de ces... Il y a rapidement. beaucoup... Oui, je Oui, disais... Il y a... monsieur Christian Perrin, on a saisi un peu cette économie générale de votre infortune, mais dans les techniques du régime, l'intimidation va jusqu'à la famille. Bon oui, évidemment, ça s'est pas arrêté là, parce qu'après j'ai eu d'autres menaces, d'autres emprisonnements, bon voilà. Et là, en fait, je rentrais la visite parcellaire, hein, j'étais allé visiter mes parcelles quelque part dans l'arrondissement 6, Ngoyo. Et de retour, j'arrive au niveau du péage, le péage de Ngoyo, on appelle ça. Et là, je viens trouver des... Bon, le problème c'est que on n'arrive pas à distinguer au Congo qui est policier, qui est militaire. Bon, tous se confondent. Ils ont les Kalachnikov, ils ont les tenues, les mêmes tenues. Voilà, je viens trouver donc des soldats devant là. Je suis en train de payer donc la taxe pour passer. Mais voilà, je vois un policier, donc parmi les policiers qui étaient là, ils étaient 3, qui prend un morceau de bois qui était là, à côté, il vient poser carrément devant ma voiture. J'ai demandé à celui qui percevait donc la taxe, dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là j'entends le gars dit en lingala, journaliste Ango Yeoyo. En fait, voilà le journaliste en question. Voilà le journaliste en question. Et donc j'étais accompagné d'abord de mon cadet, de ma sœur. En fait, j'avais mes 2 cadets, j'avais ma sœur, et puis bon, une autre sœur, la famille. Et voilà, on sort tous pour constater qu'est-ce qui se passe. Maintenant, à Kolekate, en fait, il va pas passer. Et voilà comment on commence un peu une petite discussion tout bête. Il y a mon cadet qui sort, dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Ben non, à un moment donné, ben je vois le policier en question frapper carrément sur le capot avant. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait frappé, eh ben ça s'est tordu, donc ça fait une petite bosse. Alors là, je me suis réservé parce que ils s'étaient armés. Si je me fâche ici, ben je ne sais pas comment ça va se passer. Après, ils ont insisté, je dis, est-ce que je peux démarrer? Malgré ce qui est arrivé, est-ce que je peux démarrer? Ben non. Le gars va prendre un autre, je sais pas. Est-ce qu'ils avaient préparé ça avant? Je ne sais pas. Il va prendre un autre gros morceau de bois, il vient me poser carrément devant pour dire, tu ne passes plus. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et voilà, après le temps monte. Je dis, mais qu'est-ce qui... Après, il me pointe l'arme. Je dis, mais vas-y, tire, vas-y, tu peux tirer maintenant. Puisqu'apparemment, c'est ça. C'est pour cela que vous êtes venu m'attendre ici.
Allez-y, tirez. Et voilà, pendant qu'on discutait comme ça, il m'avait pointé l'arme. Les autres ont appelé, probablement leur responsable. Et voilà comment on va envoyer donc une autre troupe qui va arriver, des policiers, toujours dans leur 4x4, tout blanc. Ils viennent, ils descendent là, ils prennent tout ce monde qui était avec moi, mais Cadet, ma soeur et tout le monde, et tous. Non, c'est le DDPEN, donc le directeur départemental de la police, qui nous a demandé de venir te chercher. Le directeur de la départementale de la police, en ce temps-là, c'est le colonel Gaëtan Obourabas. Mais qu'est-ce qui s'était passé encore? Pour quelle raison? Mais pour quelle raison? Je ne sais pas pour quelle raison. Et voilà comment on va se déporter. D'abord, on arrive au PSP de Ngoyo, qu'on appelle ça. Là-bas, on trouvait un commandant qui était sur place. Et lui, il nous dit, non, ce n'est pas moi qui vais gérer ce dossier-là. Le directeur départemental vient de m'appeler. Il vous attend sur place à son bureau. Voilà comment on s'amène, excusez-moi, au bureau du directeur départemental de la police. Avec toute la famille. Étant au Bourabassi, avec toute la famille. On arrive dans la concession de la cour, on nous fait asseoir dehors, sur un banc. On nous dit, non, le colonel a dit qu'il arrive, vous devez l'attendre. On est resté là pendant au moins 4 heures, sous le soleil. Et voilà, à un moment donné, on voit le gars s'amener. Mais il sort d'où? En fait, il est sorti de ses bureaux. Alors que nous avait dit qu'il était sorti, il était parti faire des courses. Non, il sort de ses bureaux, on voit un bâtiment là, à étage. Il descend, il arrive. Et quand il arrive, écoute ce qui va se passer. Dès qu'il arrive, il se tient debout. Après, il s'adresse à un de ces éléments là, de la police qui nous gardait là, place. Il dit, bon, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que le monsieur démarre, commence à parler. Je dis, mon collègue, est-ce que je peux d'abord vous expliquer ou vous m'expliquer pourquoi m'amener ici? Il dit, pas question, tu n'as pas la parole. Allez-y, comment il l'appelait, sergent, un truc comme ça. Allez-y, sergent. Mon Dieu, le pays là est malade. Alors, le sergent qui dit, ce monsieur est arrivé au poste où nous étions, avec sa famille. Il est sorti de sa voiture, il a dit, je suis le chef de l'opposition, vous ne pouvez rien me faire. Georges, imagine un peu. Drôle de folie. Carrément. Mais est-ce que, même quand on est fou, je ne sais pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? Il a dit, il est le chef de l'opposition, personne ne peut le toucher. Mon Dieu. Mais tu sais que même les cadets qui étaient là, ils en arrivaient plus, ils comprenaient plus rien. Et même moi-même, j'étais perdu. Ben, je l'ai vu. En fait, je souriais parce que pour moi, je trouvais que c'était, mais vraiment, c'était plus que de la comédie. Je souriais parce que je me disais, bon, après peut-être que j'aurai la parole parce que je vais expliquer ce qui s'est passé. Ah bon? Donc il est venu, il a dit, il est oui, chef. Et l'autre aussi confirme, oui, chef. Et dès qu'il a fini de parler, après, non, le DDPEN, donc le directeur départemental de la police, directeur départemental de la police, donne l'ordre, il dit, il faut les amener dans la cellule, il faut les enfermer. Je dis, mon colonel, mais il a parlé, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas m'écouter? Vous l'avez écouté, vous m'avez d'ailleurs promis que après lui, c'est moi qui vais parler. Il dit, non, par question, amenez-le dans la cellule. Voilà comment on nous prend, Georges. On nous amène au commissariat central, on va nous foutre en prison. Tous. Toute la famille. Bon. Et je suis là, dans la cellule. Mais après, qu'est-ce qui va suivre? Quelque temps après, je crois, on arrive vers le soir. Après, ils se rendent compte que bon, la fille, on ne pouvait pas la garder, ma sœur. Donc, on sort ma sœur, elle part, et nous restons là-bas avec mes frères, et dans la prison. Et le lendemain, voilà, le gars va appeler une équipe de télévision. Il appelle une équipe de télévision de TVPEN, la télé Pointe-Noire, une succursale de Télé Congo, au niveau de Pointe-Noire. Il appelle le rédacteur en chef de cette chaîne de télévision, à qui il dit non, j'ai besoin d'une équipe de télévision. L'équipe
se préparent, prennent le matériel. Ils arrivent, donc il leur dit arrivez au niveau allez-y au commissariat central. J'ai déjà donné les instructions au chef de poste et il vous dira ce qu'il faut faire. L'équipe arrive, rencontre le chef de poste qui leur explique mais nous sommes venus parce qu'il y a le directeur départemental de la police, Gaëtan Oborabassi, qui nous a demandé de venir parce qu'on a un travail à faire. Et le chef de poste, évidemment, leur explique. Non, le DDPN m'a dit, vous devez filmer le monsieur qu'on a arrêté, là, depuis hier. Non, depuis avant-hier. Comme ça. Vous devez le filmer, le montrer à la télé parce que c'est un bandit. Là, je deviens bandit. Je ne suis plus chef de l'opposition. Je deviens maintenant bandit, ouais. Un bandit, c'est qui? Ils vont prendre le manifeste. Et quand on trouve sur le manifeste, on leur montre le nom. Il s'agit de monsieur Christian Perrin. Dès que le rédacteur en chef a lu le nom Christian Perrin, j'ai dit, oh, attendez, vous me parlez de quel Christian Perrin? Le journaliste? Oui. Je dis non, comment? Que s'est-il passé? Ils ont essayé d'expliquer. Après, à un moment donné, ils ont dit non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Mais c'était un journaliste, vous ne pouvez pas faire les choses comme ça. Le gars a carrément refusé, il a demandé à ses éléments, à son équipe, dit on rebrousse chemin. Ce n'est pas faisable. Et quand il est reparti, ça n'avait pas plu au directeur départemental de la police, qui va finalement le menacer au téléphone pour dire si tu ne repars pas faire ce travail, je te ferai virer. Ben, le gars aussi lui a dit non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Alors il va trouver une autre solution, parce que bon, déjà l'équipe de télévision a décliné. Qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire carrément un communiqué lui-même. Donc il leur donne, en fait il instruit qu'on écrive un communiqué qu'on va lire à la télé. Et le communiqué disait, on a arrêté monsieur Christian Perrin. En fait, c'est un voyou, un bandit de grand chemin. Voilà ce qu'il a raconté. Et donc tout ça se faisait. Moi, j'étais encore dans la cellule. Voilà comment, par la pression, l'intervention de certaines ONG, et voilà comment on va me sortir, je crois, 4 jours après. Je sors de là. Avec la famille, avec toute la famille. Nous sortons, oui, avec la famille. Et quand je sors, avant de partir donc du commissariat, on me dit non, il faut que tu ailles voir le directeur départemental de la police parce qu'il veut te parler. Il dit donc, il me fait d'abord arrêter, il veut pas m'écouter, et c'est aujourd'hui là où je sors, où on me libère, qu'il veut maintenant m'écouter. Pour quel intérêt réellement? Non, il a dit, il faut qu'il te rencontre. Voilà comment je vais chez lui, dans son bureau. J'arrive là-bas, il me reçoit dans son bureau. Écoute ce qu'il me dit. Il dit, Perrin, tu sais, tu as de la famille. Est-ce que tu peux te soucier de ta famille? Parce qu'en réalité, tu deviens un danger pour le régime. Ça, c'est lui qui me l'a dit. Tu es un danger pour le régime. Alors, si tu aimes ta famille, tu dois t'amender. Et je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'as appelé. C'est du chantage. Et c'est pour ça que vous m'avez arrêté. Il dit, en fait, c'est un conseil que je te donne, de grand frère. Il dit, ok, merci. Voilà comment je sors de là. Et quand je sors, après j'arrive chez moi, c'est là que j'apprends finalement, il y a eu un communiqué qu'on a passé à la télé, on t'a traité de bandit, de ceci, de cela. Je dis, ah non. Mais comment ça va pas là? Je dois reprendre, parce que nous avons, la loi le permet, le droit de réponse. Je dis, je dois réagir. Et par le même média, je dois réagir. Je suis allé voir même un collègue à qui j'ai parlé. Il me dit, non, ne va pas, ne le fais pas. Parce que tu vas créer un bras de fer avec ces gens-là, c'est pas. Je dis, il n'y a pas de bras de fer possible. Si lui l'a fait, il a intenté en fait à ma dignité. Et il sait pourquoi il le fait. Si je laisse ça comme ça, les gens vont considérer se communiquer comme étant une vérité. Ce n'est pas normal. Et voilà comment je vais repartir. Donc, je vais aller à la télé Pointe-Noire pour leur dire, je dois réagir. Et c'est un droit légitime. Vous le savez, quand on lit la loi 8/2001, confère ce droit. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le droit de réagir. Voilà comment ils vont me donner l'espace. Je vais m'exprimer pour dire ce que j'en savais. Et voilà, j'ai parlé, j'ai expliqué pourquoi on m'a arrêté, comment ça s'est passé exactement, ainsi de suite. Et puis, bon voilà, ils ont diffusé. Quand je suis sorti de là, j'arrive à la maison, un coup de fil, un numéro toujours masqué. Mais c'est quoi ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux finalement? Qu'est-ce que je veux finalement? Qui êtes-vous au téléphone? Tu n'as pas besoin de le savoir, mais fais attention. En fait, c'est pour l'instant, moi j'ai parlé.
Des menaces Oui, mais claires. des menaces qui parfois arrivent et qui sont mises à exécution, c'est ça le problème. Mais bon, j'ai dit ce que je pensais. Ok, quand vous voulez pas vous présenter, j'ai coupé le téléphone. OK. Après, bon voilà, on a vécu d'autres événements qu'on pourra encore expliquer prochainement, mais Oui, bon, il y en absolument. a beaucoup qu'on a vécu comme ça. Si on est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, je dis, Oui. OK. c'est de la grâce. C'est très C'est bien. peut-être Mais Dieu qui n'avait merci. pas encore décidé, voilà. Merci, Monsieur Christian Perrin. Pas besoin d'aller plus avec tout ce que vous venez de nous conter ici. C'est digne d'un film d'Hollywood, finalement, là. Bon, on a tout compris du fonctionnement des services de sécurité au Congo-Brazzaville. Mais il nous reste à vous remercier sincèrement pour votre témoignage que nous mettons au fond à la disposition des Congolais, d'observateurs, qu'ils se fassent eux-mêmes leur opinion sur le fonctionnement de nos institutions au Congo-Brazzaville sous M. Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Christian Perrin, nous acheminons vers la fin de notre émission. Et la dernière question certainement que je vais vous poser, c'est en fait, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, quel serait le modèle idéal pour la gouvernance de tout ce qui est en rapport avec la sécurité, avec la liberté de la presse, dans la mesure où nous voulons quand même construire un nouveau Congo? Qu'est-ce que vous recommandez en fait dans tout cela? Qu'est-ce qu'il faut recommander? Eh ben, la restauration de la démocratie. C'est vrai que c'est un système parfait, hein. C'est pas non plus le meilleur mais vraiment, comme qui dirait parfait, parfait. Mais au moins c'est le moindre mal. Jusqu'à aujourd'hui, la démocratie, c'est le système qui a finalement démontré que, surtout dans le cadre, par exemple, des libertés, hein, le respect des droits de l'homme, et une fois que la démocratie est restaurée au Congo-Brazzaville, je crois que tout le monde aura les mêmes chances, mais parce qu'il faut que la loi soit au-dessus de tout le monde, hein, pour qu'on évite un peu ce genre de dérapage, ces abus, ces dérives. Mais parce que si nous vivons tous là au Congo-Brazzaville, c'est parce qu'il manque de démocratie. C'est une dictature. Et quelle solution proposer dans une dictature pour éviter ces arrestations? Il n'y a pas de solution. La seule solution, comme j'ai dit, c'est instaurer la démocratie. Et ça, les Congolais doivent s'y mettre. Parce que, vous savez, la démocratie, c'est, je disais, peut-être pas le système parfait, mais ça régule quand même un certain nombre de choses. À l'opposé, la dictature n'a jamais d'amis, la dictature n'a jamais de parents. Ce qui arrive aux autres aujourd'hui vous arrivera demain. Et donc, il ne faut pas attendre que vous soyez victime des dérives totalitaires pour commencer à dénoncer ou pour chercher des solutions qui ne viendront pas à l'immédiat. Mais encore Oui, que vous ayez la chance de oui, survivre. mais je veux rebondir là-dessus. Vous parlez de dérive, mais il y a des gens qui sont au pouvoir, qui sentent le pouvoir aujourd'hui. Mais avec cette dictature actée, qui est actée de par ce que vous venez de dire, est-ce qu'ils n'ont pas quelque part eux-mêmes peur de perdre le pouvoir et d'être exposés à je ne sais quoi? Est-ce que ce n'est pas une peur qui leur pousse à avoir une main de fer sur le pouvoir? Oui, mais encore qu'il me démontre si cela existe, hein, peut-être que moi j'ignore. Quel est ce régime, soit-il le plus tyrannique au monde, qui a résisté à la colère du peuple? Mais vous savez, le peuple n'est pas naïf. Le peuple observe. Et quand il observe, ce n'est pas une faiblesse. Tu vois, beaucoup pourront vous dire, bah, écoutez, le peuple congolais, c'est le peuple le plus amorphe, ce sont des peureux. Vous vous trompez. On sait comment le peuple congolais réagit quand il n'en peut plus, et nous avons vu. Ok? Alors, est-ce qu'il faut attendre que cela arrive? Parce que, Georges, nous avons vu comment ça s'est passé chez les autres. Il y a eu des régimes totalitaires, tyranniques, mais vraiment les plus redoutés du monde. On a vu comment ces régimes ont terminé leur course. Juste à côté de nous,
faudrait que je vous rappelle ce qui est arrivé au régime Mobutu. Et un peu plus loin, on a vu des présidents qu'on a découpés à la machette. Nous avons vu comment les dignitaires du régime Mobutu ont été brûlés vifs. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là? Mais arrivera un moment où le peuple congolais dira stop, cela va arriver. Peut-être d'ici là, ça va arriver. Et donc, à eux de réfléchir, il faut qu'ils réfléchissent. Vous parlez, excusez-moi, parce que c'est important, vous parlez de la RDC juste à côté, vous avez parlé seulement de Mobutu, mais dans la perspective qui semble être la vôtre, il y a quand même coexistence entre un ancien président et un nouveau président juste à côté, non? Non, je veux bien, mais quand je donne ces exemples-là, oui, par exemple, le Congo voisin, nous avons les deux exemples, c'est-à-dire un régime qui a voulu s'éterniser, et que finalement, le peuple, à un moment donné, s'est dit, ben, on en a marre. On a vu comment ce régime a fini sa course, comment on a brûlé des gens, je t'ai dit tout à l'heure, vif. OK? Mobutu est allé terminer sa vie où? Tout le monde le sait. Et, à contrario, il y a aussi un régime qui a compris un peu plus loin. C'est vrai que, bon, le régime Kabila, à un moment donné, a voulu également faire comme Mobutu. Mais bon, je ne sais pas par quelles circonstances qu'on ne peut pas peut-être décrire ici, mais qu'à cela ne tienne, au moins Kabila s'est dit, ben écoutez, je laisse quand même, je cède le poste. Aujourd'hui, il vit bien, il passe bien sa vie. Il y a une meilleure vie après la présidence. Et nous sommes en train de le voir avec, par exemple, le régime Kabila. Il n'est pas sorti de la RDC. Kabila est en RDC. Il vit en RDC, tranquillement, en plus. Et peut-être même en sécurité. Il entreprend. Voilà. Il entreprend. Il entreprend. Maintenant, imaginez qu'on était arrivé à, par exemple, une révolte populaire. Vous pensez que Kabila serait encore au Congo démocratique? Il serait parti ailleurs, s'il avait, bien sûr, la chance. Donc voilà un peu nos amis, nos compatriotes, nos frères, nos parents doivent comprendre une chose, le Congo nous appartient à nous tous. La meilleure des choses, c'est d'opter pour un système qui protège tout le monde, qui sert à tout le monde, un système où on ne viendra pas, où on ne recrutera pas parce que c'est l'enfant d'un tel, le fils d'un tel, où tout le monde vit dans un pays, dans l'harmonie, voilà, où la loi est au-dessus de tout le monde, voilà. Merci et ce Congo est possible. Ce Congo est possible. Merci bien, M. Christian Perrin. Je voudrais peut-être aussi ajouter un autre cas qui est du Ghana où on a souvent vu jusqu'à 4 présidents assister à un match de football et vivre en bonne intelligence. 4 présidents qui sont succédés. Merci encore, M. Christian Perrin.